exclusive. La chronique politique de ce grand journal avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Merci à vous. Je rappelle qu'on peut nous suivre notamment en vidéo sur nos chaînes YouTube et X et Facebook. Alexis, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Le premier tour des législatives aura donc lieu dimanche prochain. Le Rassemblement national est toujours assez largement en tête, avec une moyenne de 34,6% d'intention de vote au premier tour selon les instituts de sondage. Pour autant, Alexis, est-ce qu'il peut obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale au soir du 7 juillet? C'est la grande inconnue et c'est, si j'ose dire, la grande inquiétude pour tous ceux ou toutes celles qui, dans les différentes formations politiques que nous évoquons, le combattent. En gros, depuis les LR non ralliés aux mastodontes frontistes à l'oriflamme jusqu'au Parti socialiste et évidemment, bien sûr, le reste de la gauche que nous n'évoquons pas car leurs positions, par ailleurs politiques, sont insupportables. Mais c'est vrai, c'est une question qui est dans tous les esprits aujourd'hui. On voit d'ailleurs, j'en ai un autre sous les yeux, mais ça revient au même, hein, c'est les chiffres que vous indiquez. On voit la stabilité du Front populaire, qui reste stable à 29. La semaine dernière, on en l'avait commenté, c'est pareil, hein, ça n'a pas bougé. Donc, ça veut dire que la gauche, unie, entre guillemets, représente quand même près d'un électeur sur 3 en France. C'est ça que ça veut dire. C'est la deuxième force. Mais il n'y a pas de dynamique. Voilà. Mais il n'y a pas de dynamique de conquête territoriale, si vous voulez. D'ailleurs, c'est tout ce qui remonte des gens qui sont dans les circonscriptions, qui pour certains se présentent, ils disent qu'il n'y a pas de dynamique dans les territoires. Il y a évidemment des personnalités éminentes, on pense à François Hollande qui va l'emporter, c'est une évidence. Corrèze, oui. Voilà, dans la première circonscription de la Corrèze, c'est une évidence, à Tulle et dans la région touloise. Mais en revanche, il n'y a pas de dynamique véritablement de la gauche unie. Il n'y a pas non plus, même s'ils sauvent les meubles actuellement, on entendait à l'instant un excellent député de la 14e de Paris, qui est le géopolitologue comme vous, Benjamin Haddad, qui est quelqu'un de formidable, mais il sait très bien qu'il n'y a pas, globalement, sur le territoire national, il n'y a pas de dynamique en faveur des listes Renaissance majorité présidentielle. Ils étaient à 22 d'ailleurs la semaine dernière, ils sont aux alentours de 21, vous voyez, donc c'est une baisse légère qui n'est pas significative, mais qui indique qu'il n'y a pas de dynamique. En revanche, effectivement, d'un strict point de vue arithmétique, il y a une dynamique en faveur du Rassemblement national. Il passe de 34 à 35,5 dans l'étude d'opinion que j'ai sous les yeux. Donc vous voyez, ça veut dire qu'il y a plutôt chez les électeurs la tentation de conforter, voire comme le craignait Nicolas Sarkozy. Sans pour autant. Je finis ma phrase. Voir que le craignait Nicolas Sarkozy dans son entretien du journal du dimanche, d'amplifier le geste des élections européennes. Alors, amplifier jusqu'à où? C'est ça la question qui agite de très nombreux cénacles politiques et journalistiques. On ne sait pas jusqu'à où les Français peuvent l'amplifier. Mais ce qui est sûr, c'est que ce vote de nature protestataire, devenant aussi, et tous les politologues le disent, un vote en partie d'adhésion aux idées du Rassemblement national. C'est plus seulement un parti protestataire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est quand même dans son, j'allais dire, dans son essence profonde. Hein. C'est d'abord un parti qui, Jean-Marie Le Pen l'avait fondé comme ça, voulait être à la fois le poil à gratter de la Ve République et le renverseur de table occasionnel. Et bon, après, on ne refait pas l'histoire entière du parti, mais à l'évidence, François Mitterrand, avec son intelligence politique très madrée, avait vu l'utilisation qu'il pouvait en faire pour être un empêcheur de gouverner pour la droite française. Et ça a plutôt d'ailleurs assez bien fonctionné pendant une partie des années Mitterrand. Mais le parti, il est cela dans son essence. Il est protestataire. Mais si on revient, et c'est pour ça qu'il est plus dangereux d'une certaine manière aujourd'hui, si on revient à sa mue idéologique programmée avec des conseillers en communication, mais aussi sur un certain nombre de domaines régaliens depuis 2011, ce qu'on appelle dans le jargon des politologues la dédiabolisation, il y a aujourd'hui des éléments programmatiques. Alors, ils font l'objet d'ajustements quasiment quotidiens sous l'influence des patrons amis, hein, vous savez. Et de certains renoncements. Le gars qui travaille avec Stérin, bon voilà, puis du côté de Vincent Bolloré, tout ça, il y a des pressions patronales pour ajuster le programme, pour le rendre plus libéral, plus eurolibéral. Bon, mais enfin, globalement, effectivement, c'est un parti qui cherche aujourd'hui les voies et les moyens d'exercer des fonctions gouvernementales suprêmes. Donc, à ce titre, effectivement, tout ce qui pourrait faire trop aspérité est progressivement gommé. Et donc, il cumule, si on fait l'état des lieux, vous voyez, indépendamment des chiffres, il cumule une fonction tribunicienne, la fameuse protestation que vous évoquiez. C'était la fonction d'ailleurs du Parti communiste dans les zones ouvrières, hein, en Lorraine, dans le nord Pas-de-Calais, l'Artois, la Flandre. C'était la fonction du Parti communiste il y a encore 30 ans. Cumulé à l'ambition d'exercer le pouvoir. Voilà. Et donc effectivement, quand vous avez ce cocktail de protestation tribunicienne et d'ambition
en partie fondée d'ailleurs, bon, à exercer des responsabilités de gouvernement parce que vous avez ajusté votre doctrine dans pas mal de domaines en écoutant les grands patrons par exemple, vous vous dites objectivement, là vous voyez c'est les leçons de l'histoire, ça ne me réjouit pas, mais vous vous dites malheureusement on n'est pas loin du moment où le parti risque de se voir confier les clés du magasin. Il faut le savoir. Avec en tête la dialectique, éthique de conviction, éthique de responsabilité, voilà. C'est ça qui va jouer aussi. Voilà, et on voit bien que dans sa souplesse d'échine, très pragmatique, voire plus que ça, opportuniste, Jordan Bardella est un homme qui sait mettre l'éthique de conviction dans la poche quand il pense que l'éthique de responsabilité doit être mise en avant. Je vous prenais le cas des grands patrons. Vous savez, cet aéropage de grands patrons, à commencer par Pierre-Yves Stérin et son principal conseiller, qui gère son family office, qui tournoie maintenant autour de Bardella, qui lui donne des conseils, etc. Pourquoi ils font ça ? C'est parce qu'ils pensent qu'il est réceptif au conseil. Et pourquoi il serait réceptif au conseil ? Parce qu'ils veulent gouverner. Et donc, ils se placent dans une optique de pragmatisme sur tous les plans, notamment sur le plan économique. Et ça les rend, et là je suis désolé d'employer un mot classiquement antifasciste, ça les rend particulièrement dangereux. Vous voyez ce que je veux dire ? Alexis, ce qu'il faudra particulièrement scruter tout au long de la journée de dimanche, c'est le niveau de participation qui pourrait permettre ou non d'aboutir à l'établissement d'une majorité absolue. Vous avez absolument raison. Le niveau de participation va être clé. Du côté du camp macronien, par exemple, qui veut sauver les meubles, de ses amis idéologiques, je pense à Bernard-Henri Lévy, par exemple, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, faut y aller. Faut surtout pas aller à la pêche dimanche ou aller à la plage. Il faut aller voter. Et donc, effectivement, l'espoir du bloc central, de ce qu'il en reste, il est très affaibli. Mais l'espoir du bloc central, un peu moins que lors des législatives, enfin, ce qui reste du bloc central, c'est qu'effectivement, il y a une mobilisation minimale de son électorat classique. C'est-à-dire plutôt les retraités. Ouais, mais aussi des gens plus jeunes, des CSP qui se diraient l'aventurisme économique du Rassemblement national, non merci, pas pour nous, et qui donc iraient voter. Et pour l'instant, les chiffres en globalité, là, dans toutes les études d'opinion, c'est entre 63 et 65% des Français électeurs qui ont l'intention de se rendre aux urnes dimanche, ce qui est beaucoup. Je crois que c'est quasiment plus de 15 ou plus 16 points que lors des dernières législatives. Voilà. Mais ça ne profiterait pas forcément nécessairement à la majorité. On est bien d'accord. Mais on ne sait pas à qui ça profitera, et bien malin celle ou celui qui peut le départager en disant ça va booster telle liste. Mais en revanche... Les demandes de procuration explosent. Y compris dans des zones où les gens n'habitent pas, ils peuvent voter. C'est un bon signal démocratique, par exemple. C'est un bon signal démocratique, mais c'est aussi, je pense, si on le traduit sur le plan philosophique... D'un mot, Alexis. Ouais, la perception, Steve, que beaucoup de Français ont le sentiment qu'on est à un turning point. Un tournant. Exactement. Merci beaucoup, Alexis, d'avoir été... On n'a pas le temps de dire un mot de... On en reparlera demain très volontiers. Merci, Alexis, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et qu'on peut réécouter cet entretien, notamment sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi. À vous aussi. Et à demain. Et à demain.